Il y a une sorte de paradoxe dans le monde de l'art où en effet l'argent est omniprésent mais en même temps on fait tout pour le gommer. Tu vas voir dans une galerie d'art t'as rarement les prix affichés et il y a vraiment cette pudeur qui est étonnante. En fait la différence vraiment entre les NFT et l'art traditionnel chez les collectionneurs, c'est la notion de confidentialité et de pudeur en fait qu'il y a par rapport à l'achat d'art. Quand un mec avait un punk, c'était vraiment un OG un peu du mouvement crypto, cypher, etc. Parce qu'il y en avait peu qui s'intéressaient, etc. C'était pas qu'une question d'argent. Maintenant, c'est devenu un truc de, bah, t'as un punk, t'es souvent un nouveau riche ou un truc comme ça, mais on sait pas tellement si, en fait, tu connais grand chose à la crypto. Tu peux arriver demain avec 200 000 balles, t'acheter un punk et t'acheter une forme de légitimité que t'as peut-être en réalité, que tu mérites peut-être pas forcément, tu vois. Donc, ça vient brouiller un peu ça. Pour moi, avoir un punk, c'est comme avoir une Lamborghini ou avoir des fringues à 4000 balles, et des sneakers qui valent hyper cher. Mais en fait, les artificiels font toujours un peu les mêmes genres de composition, se basent sur des trucs très mathématiques et donc, du coup, ça ressemble souvent à des œuvres un peu de la Renaissance, trucs en triangle, le corps de Fibonacci, des choses comme ça. Donc la composition se reconnaît assez facilement, mais ça c'est vraiment parce que j'en bouffe tout le temps, donc j'arrive à... Bon moment. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on reprend les interviews. Et pour reprendre ce format interview, j'ai le plaisir de recevoir Brian, aka Artemore. Hello. Salut, comment ça va? Bah écoute, ça va, enfin de retour à la casa, donc un petit peu plus posé pour faire des formats vidéo, pour faire des interviews, tout ça. Donc voilà. Et franchement, depuis le temps qu'on parle, etc., notamment de NFT, on s'était croisés à plusieurs expos. Bah je me suis dit que c'était peut-être le moment justement de parler NFT, maintenant qu'on est un petit peu entre guillemets au creux de la vague. Donc pas mal de sujets assez intéressants à discuter aujourd'hui. Juste avant de commencer, je tenais à dire qu'en aucun cas cette vidéo, ce format interview est un conseil en investissement. Ici, on va évidemment parler de nos visions, de nos opinions sur le marché. Mais en aucun cas, prenez ça pour argent comptant et prenez décision à partir de ça. Faut vraiment éviter ça et l'objectif, c'est vraiment de nourrir un maximum vos réflexions tout simplement. Avant de commencer, j'ai pour habitude de demander à la personne que je reçois tout simplement qui elle aimerait voir sur la chaîne. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent et que t'aimerais voir tout simplement sur la chaîne CryptoPixel à l'avenir? Tu penses en francophone, je suppose, parce que moi c'est plus les anglos qui je me réfère, j'ai envie de dire. En soi, les deux. Je dirais surtout francophone, mais je me ferme à aucune opportunité très sincèrement d'un point de vue interview. Là, j'essaye de négocier une belle interview avec Arthur Hayes, par exemple. Donc on essaye de négo du lourd. Donc si t'as des noms francophones ou anglophones qui te tiennent à cœur, n'hésite pas. Bah en fait, moi les gens dont j'ai envie de dire dont j'ai appris en premier lieu, c'est souvent les gens à qui je me réfère. Et en anglophone, t'as un gars que j'adore qui s'appelle Jason Bailey, qui est connu sous le nom de Art Gnome. Et dans la même vague, on va dire des gens un peu early sur la vague crypto art, quoi. C'est des gens qui parlaient de ça dès 2015, 2014, 2016, trucs comme ça. Il y a Fanny Lacoublé notamment, qui est française installée en Amérique du Sud maintenant, mais qui un peu comme moi est passée par les hôtels de vente, connaît très bien la vague early crypto art, etc. Et ça, c'est des gens qui sont assez intéressants qu'on entend bizarrement pas aussi souvent qu'on devrait. Donc franchement, si t'arrives à les choper, ce serait super, je pense. Après NFT, évidemment, que je te dis tout ce que je dis, C'est mais plus des collectionneurs que des artistes en soi. c'est des écrivains, des théoriciens, des gens qui non, des curateurs. Enfin, c'est pas tellement des collectionneurs dans le sens où enfin, si Jason Bailey, c'était la première personne à avoir collectionné Xcopy par exemple, mais ils ont d'autres initiatives. Jason Bailey Ok. typiquement, il a une initiative qui va questionner toute la problématique de l'immuabilité des NFT et des liens IPFS et le fait que tu as des NFT qui peuvent disparaître quand les marketplaces disparaissent. C'est assez intéressant, c'est très technique ce qu'ils font. Mais non, c'est pas franchement des collectionneurs, c'est pas comme ça qu'ils se définissent en premier lieu. C'est des gens de la fonction support et qui gravitent autour de ça sans être artistes ni collectionneurs, mais qui ont des initiatives qui sont entrepreneurs aussi, voilà, ce genre de choses. Bon bah écoute, je sens que je vais me régaler parce que là tu me cites des noms que je connais pas du tout et en vrai quand j'arrive à entendre des noms que je connais pas ou découvrir de nouvelles choses, moi je suis preneur, ça permet un petit peu de d'épaissir et de compléter ma culture donc un plaisir pour ça. Je pense que pas mal de gens qui regardent cette vidéo ici ne te connaissent pas. Est-ce que peut-être tu pourrais expliquer rapidement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà. Ouais, bien sûr. Alors moi je m'appelle Brian Becafico, mais sur Twitter je suis sous le nom de Artemore. Et en gros, ça fait plusieurs années maintenant que j'organise des expos NFT, que je travaille avec des artistes du Web3. J'ai fait un peu d'autres choses évidemment, mais toujours dans le monde des NFT et je m'intéresse à l'art digital sur la blockchain
bah, quasiment en même temps que les autres personnes que je t'ai mentionnées, donc début 2017, c'est à peu près la date à laquelle j'ai vraiment commencé à m'y intéresser et notamment à postuler pour des stages dans des boîtes qui faisaient ça à l'époque. Sinon, plus récemment, ça faisait pendant un an, j'ai occupé le rôle de directeur du département NFT à Sotheby's Paris, et je supervisais toutes les opérations européennes pour eux et le développement de leur activité en Europe depuis Paris notamment, puisque Paris est quand même un centre européen aujourd'hui pour tout ce qui est blockchain et notamment NFT, j'ai envie de dire. Et là, donc du coup, je suis parti de Sotheby's le mois dernier. Et maintenant, je me lance en indé et je vais organiser pareil des expos principalement sur Paris et puis travailler sur deux trois projets comme ça qui sont en lien avec le monde des NFT plus largement et essayer d'être présent sur notamment des ce qu'on appelle des événements de l'art traditionnel comme des foires. Les gens connaissent Art Basel notamment, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est un peu dans les tuyaux, mais c'est pas encore tout à fait concrétisé. Mais voilà. Là, maintenant, je me lance en indépendant, mais pendant un an, je travaillais pour cette grosse boîte qui s'appelle Sotheby's, qui est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un hôtel de vente et c'est un des plus grands hôtels de vente du monde. En réalité, il y a deux gros hôtels de vente, Christie's et Sotheby's. Les deux sont d'ailleurs la propriété de milliardaires français, Patrick Drahi à Sotheby's et François Pinault à Christie's. Pour te dire, tu vois, vraiment, et tu regardes les milliardaires français, ils sont un peu partout dans le monde de l'art, comme ça. Et pareil, t'as Bernard Arnault avec la fondation Louis Vuitton, enfin voilà, on peut en mentionner plein, mais voilà, du coup, c'est ce que j'ai fait là pendant toute l'année dernière, et c'était un job très cool, et c'est des boîtes qui sont quand même très reconnues dans le marché NFT, quoi. Beaucoup d'artistes considèrent le fait de passer chez Sotheby's comme une forme de consécration, et vraiment un moment important dans leur carrière, quoi. Donc ça, c'était super de pouvoir proposer ça à certains artistes. Voilà. C'est un peu Toi, tu l'avais comme une consécration du coup ou juste bah écoute, c'est déjà avoir un job à plein temps pendant le bear market, c'était très pratique et ça c'était assez cool. Le côté un peu consécration, j'ai envie de te dire, en fait, quand ils ont posté le job sur LinkedIn, il y avait plus de 800 candidats. Donc le fait d'être le seul parmi 800 personnes à être sélectionné, en plus avec des gens, donc parfois je connaissais certains autres candidats qui avaient clairement parfois plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'art, etc., qui étaient pas de même âge que moi, etc. Ça faisait plaisir, c'est sûr, tu vois. Mais c'était plus le fait de pouvoir offrir cette opportunité à certains artistes avec lesquels je travaillais. Et vraiment, je te dis aujourd'hui, les maisons de vente, c'est parmi les seules institutions du monde de l'art traditionnel qui sont vraiment impliquées dans la NFT. Et donc le fait de me dire que je pouvais faire un peu évoluer les institutions du trad art vers plus de Web3, ça c'était un truc qui était très intéressant. Et je suis un des seuls à avoir cette double casquette de l'art contemporain et du milieu des NFT, en faisant partie un peu des deux mondes, en connaissant plutôt bien les deux mondes. Donc il y avait pas mal de choses à faire là-dessus. C'est ça qui m'intéressait plus particulièrement, quoi, parce que le reste des institutions sont un peu timides dans le marché des NFT, j'ai envie de dire. Donc moi, ça m'a permis de faire des trucs très cool, tu vois, et de faire des expos assez importantes, de faire des ventes qui étaient quand même jamais fait avant. Donc après voilà. Mais moi, j'étais très content de ce que j'ai fait là-bas. Après, c'est vrai qu'au bout d'un an, tu fais un peu le tour entre guillemets et tu commences à tu vois avoir les problèmes qu'il y a avec le fait de travailler avec des boîtes qui ont plus de 300 ans, hein, puisque Sotheby's ça a été fondé il y a plus de 300 ans. Donc c'est des process qui sont quand même assez datés pour la plupart. Donc ça te challenge, mais sinon franchement c'était un an de kiff, hein, pour la plupart du temps. et là pour le coup on parle vraiment de NFT, mais comment t'en es vraiment arrivé ici? Parce que est-ce que par exemple t'es arrivé dans les cryptos directement par les NFT ou t'as déjà expérimenté d'autres choses avant? Et qu'est-ce que tu faisais concrètement avant même ton arc un petit peu NFT actuel quoi? Bah en fait Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, les NFT ça existait pas. On parlait d'œuvres d'art sur la blockchain, quoi. Le terme et le RC 721, 725 n'existait pas trop, donc je crois. Donc en fait, la première fois que j'ai entendu parler de crypto art, c'est vraiment à travers les gens que je t'ai mentionnés avant, Jason Bailey, etc. Parce que moi, j'étais passionné par les faussaires, notamment, et la notion d'authenticité dans l'art.
Et j'avais lu des bouquins sur les faussaires, des choses comme ça. Et moi, tout le côté un peu, tu sais, Ocean Eleven et les braquages, les sortes de white collar criminals, etc. Et les white collar criminals, ça me passionnait assez pas mal. Et en fait, t'avais tout un tas de gens, 2016-2017, qui commençaient à lancer des boîtes, qui s'intéressaient à ces problématiques d'authenticité sur la blockchain pour les œuvres d'art. Et ça à force de, moi à ce moment-là, je devais peut-être 17-18 ans, tu vois. Donc c'était aussi l'opportunité de me dire, ah, peut-être je peux trouver mon premier stage dans ces boîtes-là, etc. Et après, la première fois que j'ai vraiment collectionné, on va dire, du crypto art, c'était justement, notamment dans le contexte des ICO, c'est-à-dire que il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Kevin Abosch, qui est un artiste conceptuel, qui avait fait un projet qui s'appelait I Am a Coin. En fait, c'était normalement le premier artiste à se tokeniser lui-même, mais c'était aussi une sorte de pied de nez et de moquerie de la vague des ICO de 2016-2017 où en fait t'avais tout et n'importe quoi qui levait de l'argent et sans franchement parfois on se posait la question comment et du coup non moi j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la crypto via le truc de l'art en fait. J'avais entendu parler des cryptos avant évidemment mais sans en m'y intéressant de loin, j'ai envie de te dire, comme tout le monde. Et voilà, moi j'ai jamais été trop intéressé par la finance, choses comme ça. C'est des choses qui m'intéressent, mais j'en fais pas une passion non plus, tu vois. Et donc vraiment, je suis entré ouais par là, par C'est plus les une artistes. conséquence que une cause de ton intérêt, quoi. Ouais, carrément. Et puis c'est surtout ce fait de, je te dis, en fait, moi il y avait des problèmes pratiques dans l'industrie qui me passionnait, qui est l'industrie de l'art, et la blockchain semblait offrir des solutions tout à fait pratiques à ces problèmes-là, tu vois. Et je sais que le monde de l'art est pas forcément les early adopters des nouvelles technologies, donc j'ai commencé à m'intéresser de par ça à la blockchain et aussi par la suite à l'art digital, puisqu'en fait à l'époque on parlait de traçabilité pour les œuvres physiques, pas du tout pour les œuvres digitales. Et ça m'a amené à m'intéresser à l'art digital, donc tout ça est assez lié, mais d'une certaine manière, en fait, je suis venu dedans juste parce que je voyais m'intéresser à une industrie qui était l'industrie du monde de l'art et à ses problèmes, et je voyais que la blockchain, en tout cas, était mise en avant comme une potentielle solution à de nombreux problèmes de l'industrie de l'art. Et je me suis dit que ça aurait été dommage de pas s'y intéresser, en fait. Et en commençant à m'y intéresser, j'ai découvert plein de pratiques artistiques intéressantes, des gens qui voulaient, qui imaginaient aussi un nouveau monde de l'art, avec moins de barrières à l'entrée, avec peut-être plus de démocratie, avec plus de transparence. Et tout ça, ça m'intéressait beaucoup, puisque de par les expériences que j'avais eues en hôtel de vente, en galerie, je me rendais compte que oui, il y avait de l'opacité, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires, que quand tu voulais s'intéresser à ce milieu, c'était un peu compliqué, alors que les gens que je rencontrais dans la blockchain, qui s'intéressaient à ces questions-là, étaient hyper ouverts et étaient prêts à partager beaucoup, tu vois. Donc, c'est aussi comme ça que je me suis un peu épanoui dans ce que je Est-ce voulais que tu faire. penses que c'est aussi une différence d'âge? Oui et non, puisqu'en fait, on pense que les gens des NFT sont hyper jeunes comme toi et moi, qu'on est genre milieu de vingtaine ou un truc comme ça, mais en fait, pas vraiment. La plupart des gens que je rencontrais dans la blockchain dans l'art étaient 40 ans passés, 50 ans passés, 60 ans passés, en fait. Donc, c'est plus jeune que le monde de l'art traditionnel, où en fait, c'est plus 60 ans passés, 50 ans passés, et t'as moins de quarantenaires et de trentenaires. Mais, et il y a peut-être un facteur générationnel dedans, c'est sûr, tu vois. Il y a un mouvement générationnel de la digitalisation de tout ce qu'on fait dans notre vie pour les 30 prochaines années, ça c'est sûr. Mais mais ouais, peut-être un peu plus de millénials avec qui je pouvais discuter. Mais en fait, le monde de l'art aussi, il y a quand même pas mal de jeunes qui s'y inscrivent, enfin qui essaient de développer des choses dedans, etc. Et finalement, les gens que je fréquente dans le monde de l'art traditionnel sont également assez jeunes, tu vois. Donc pas nécessairement. En fait, en réalité, j'étais plutôt surpris qu'il y avait des gens de toutes les générations dans les NFT, dans la blockchain, dans l'art, et que c'était pas un truc qui était porté que par des millennials et des gens de la Gen Z en fait. Il y avait beaucoup de gens avec des années, des dizaines d'années d'expérience dans le monde de l'art aussi également quoi. Donc moi. Et tu parlais du fait que toi, tu t'intéressais un petit peu aux faussaires et l'authenticité des œuvres, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait par le passé pour vraiment te construire en fait une culture, tu vois, en termes d'art, d'œuvres, de peinture, de sculpture peut-être. Enfin, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que c'est des gens qui t'ont appris ça au fur et à mesure de rencontres? Comment tu t'es bâti vraiment cette culture? Parce qu'au final, tu vois, moi, vu enfin de l'extérieur, je te vois et je me dis, mais juste comment il a pu euh, récupérer, amasser autant de connaissances sur cette partie-là, parce que moi c'est un domaine que je connais pas du tout et je connais pas du tout les différentes voies qui te permettent justement d'arriver là où t'en es arrivé quoi. Bah déjà, je suis un gros nerd, donc je m'intéresse à tous les sous-cultures existants, les trucs un peu niches et tout, tu vois. Donc même en musique, tu vois, je vais aller écouter des trucs un peu particuliers, de la musique malienne, des trucs, du jazz expérimental, des trucs un peu particuliers, quoi. Parce que juste ça me fascine les gens qui développent
quelque chose que personne d'autre développe et juste les petites niches où il y a 500 personnes qui sont leur délire et ça devient quelque chose de plus important. Et tu vois, je me mate toujours des essais vidéo sur YouTube, des trucs comme ça, tu vois, qui durent 1 heure et demie et ça parle de, je sais pas, genre les speedruns de Minecraft et les trucs comme ça. Tu te dis bon, ça va intéresser une poignée de personnes dans le monde. Donc il y a forcément une curiosité qui est, je pense, c'est un trait de caractère chez moi, mais il y a aussi l'environnement dans lequel j'étais évidemment. Mes parents ils sont collectionneurs d'art, mais je dis souvent que, tu vois, mes parents sont collectionneurs d'art, mais c'est pas pour autant que tous les gens dans la famille travaillent dans le monde de l'art, et mes parents travaillaient pas dans le monde de l'art en l'occurrence, ils travaillaient dans le monde médical. Et en plus, ils nous transmettaient pas des masses de connaissances sur l'art et ce qui collectionnait des choses comme ça. C'était vraiment à nous de nous y intéresser de nous-mêmes. Après, c'est vrai que dès qu'on faisait des sorties, c'était dans des musées, c'était dans des Ils ont trucs pas comme voulu ça. que toi tu travailles dans l'art nécessairement, par exemple. C'était pas une obligation, c'était pas un intérêt. Ouais, quand j'ai voulu m'intéresser au début, je pense même il y avait aucune barrière ou quoi que ce soit, tu vois. Mais comme ils connaissaient un peu ce milieu, ils savaient que c'était un milieu qui était quand même précaire par nature, donc voilà. Mais en fait, c'est surtout que mes parents, ils ont créé leur relation sur deux passions assez exclusives entre guillemets, qui partageaient entre eux, qui étaient le voyage et la collection d'art. Et en fait, quand t'as un truc exclusif avec quelqu'un d'autre, c'est difficile d'intégrer d'autres personnes, des amis, tes enfants, même des choses comme ça, tu vois. Donc par extension, tu le fais un petit peu, mais tu vois, j'avais pas le droit à des cours dans l'art quand j'étais sur des artistes quand j'étais petit ou quoi que ce soit. Tu vois, en réalité, c'était vraiment plus moi qui allais lire les bouquins qu'on avait dans nos bibliothèques, qui allait poser des questions, etc. Tu vois, ça, sans la curiosité, rien de tout ça serait arrivé. Tu vois, donc je pense que j'étais dans des très bonnes conditions et dans un milieu qui était suffisamment privilégié pour avoir accès à ça, ça c'est clair. Mais même quand t'as accès, pour s'y intéresser, c'est encore une démarche personnelle et qui demande en fait juste une curiosité naturelle. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux en fait. Je m'intéresse aux gens, je m'intéresse aux choses. Je lis des trucs sur des choses auxquelles personne s'intéresse et que je comprends à moitié. Mais ça me passionne juste de découvrir des nouvelles choses tout le temps en fait. Et donc, dans l'art, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique parce que t'as toujours des choses à découvrir dans l'art en fait. Et c'est souvent ce que je dis, c'est que moi j'avais envie de travailler dans un milieu où j'avais pas l'impression d'avoir fait le tour en fait et que ce soit le monde de la blockchain, je pense que t'as sûrement la même vision de ça, mais crypto, blockchain et monde de l'art, t'as tellement de nouveautés en permanence et t'as tellement de choses déjà qui sont passées que tu peux pas faire le tour en fait. Tu pourrais passer ton temps à faire que ça, que t'aurais toujours des choses à découvrir, toujours des choses à redécouvrir aussi. Et en fait, pour moi, ça c'est un truc fascinant et c'est un truc qui me motive tout le temps d'avoir des nouvelles choses à découvrir, des nouvelles choses à faire. Juste des nouvelles choses à apprendre en permanence quoi. Donc ça c'est sûrement grâce à ça, puisqu'en fait j'avais pas fait de licence en histoire de l'art ou quoi que ce soit. Moi j'ai fait école de commerce, j'ai fait l'EDEC, HEC Montréal et après j'ai fait un master en marché de l'art et pour ça je devais faire une sorte de licence en histoire de l'art pour avoir on va dire une sorte de d'équivalence, mais en réalité j'avais suffisamment de culture déjà de base pour ne pas avoir la faire, mais je l'ai fait quand même pour pouvoir intégrer mon master. Et pareil, là, en marché de l'art, tu parles pas tellement de l'histoire de l'art, tu t'intéresses plus juste au monde de l'entrepreneuriat dans l'art, certaines pratiques qui sont différentes, quasiment toutes d'ailleurs sont différentes. C'est un marché qui est très particulier et qui a ses codes, quoi, vraiment, comme quasiment aucun autre marché n'a autant de codes vraiment uniques et particuliers. Et parfois, il y a des logiques de marché qui, pour un mec qui vient de la finance, ne font aucun sens, tu vois, sont complètement absurdes, mais qui dans le monde de l'art font sens. Mais voilà, c'est un peu tout ça qui, je pense, m'a amené vraiment à me développer une culture. C'est la curiosité, le fait de consommer en Ah, permanence du contenu culturel, quoi. t'as dit quelque chose qui est assez intéressant, tu sais, enfin, tu faisais peut-être un rapport à la finance. À quel point la spéculation est au cœur de l'art, de cet écosystème? Est-ce que c'est considéré comme quelque chose de normal ou peut-être quelque chose de sale? Parce que en fait, t'as le côté à la fois artistique et puis à la fois t'as aussi comment on finance les artistes. Et donc, je suppose que c'est là où la spéculation entre en jeu. Voilà, comment ça se passe dans l'industrie de l'art en général? Est-ce que la spéculation c'est vu de manière plutôt positive ou négative? Et est-ce que tu vois une grosse différence avec ce qu'on voit par exemple dans l'écosystème NFT? Bah, tu sais, t'as ce bouquin là je crois que je me souviens plus du nom complet du gars, mais May là, la Bitcoin et la fin de la taboo money, tu vois.
Et c'est vrai qu'il y a une sorte de tabou sur l'argent, comme il peut y avoir en France, notamment sur l'argent. Et il y a des bouquins comme notamment Talking Price qui montrent bien en fait la dualité de ça, où en fait dans le monde de l'art traditionnel, tout le monde prétend ne jamais parler d'argent, mais en réalité, dès qu'on commence vraiment à discuter, on parle que de fric, tu vois. Et il y avait cet exemple dans ce bouquin-là, la traduction, c'est le mec fait une interview avec Pourquoi c'est des milliardaires qui possèdent ces hôtels d'enchères, etc., quoi. Ce ah serait... bah ça j'ai ma petite théorie dessus notamment, c'est que aux US quand t'es millionnaire t'as gagné le respect des gens, puisque soi-disant ça va t'as réussi ta vie, donc voilà, t'es forcément un mec intelligent, machin, etc. En T'as make France, it, t'as une ouais, réussite. Ouais. voilà, en France tu peux avoir plein d'argent, ça fait pas de toi quelqu'un d'important dans la société par nécessité, quoi. Il y a beaucoup d'importance en France du capital culturel, du capital social, et en fait quand ces milliardaires là ils achètent ce genre de Qu'est-ce que tu fais de boîte, ton argent? c'est plus un investissement dans leur capital social et culturel que qu'un investissement financier, tu vois. Je pense pas qu'ils tirent des profits énormes de ces boîtes-là, ces milliardaires-là, bien au contraire. Mais c'est des activités qui t'intéressent d'avoir. Quand Louis Vuitton a sa fondation à Boulogne, c'est aussi pour pouvoir avoir un impact culturel, pour pouvoir avoir gagné on va dire des galons grâce à ça. Et c'est la théorie de Bourdieu, tu sais, t'as le capital social, hein, financier et culturel. Et les gens qui ont un gros capital financier tendent à essayer d'acquérir du capital social et culturel pour, on va dire, compenser ou équilibrer. Et ça, c'est un truc qui est vraiment vrai dans la société française en particulier, qui est peut-être moins vrai dans certains autres pays. Mais du coup, l'art a toujours été une manière pour les gens qui avaient réussi leur vie de dire aussi, mais regardez, je suis aussi très cultivé et intelligent, tu vois. Puisque quand tu fais Je fais des fortune choses bien. ouais, tu vois, quand tu fais des fortunes dans les minerais ou dans plein de trucs, tu peux avoir zéro culture et c'est pas un problème, tu vois. Ça t'empêche pas de réussir ta vie. Mais il y a des fois, je suppose que quand t'atteins des certains niveaux sociaux, des choses comme ça, t'as envie, tu vois, aussi d'être respecté par des intellectuels, par des choses comme ça. Et il y a cette logique-là qui rentre beaucoup en compte dans l'acquisition d'art, notamment chez les grandes fortunes. Mais en tout cas, voilà, il y a une sorte de paradoxe dans le monde de l'art où en effet l'argent est omniprésent, mais en même temps on fait tout pour le gommer. Tu vas voir dans une galerie d'art, t'as rarement les prix affichés, alors que tu peux avoir les prix, tu vois, et qu'évidemment c'est important de les avoir, alors que en France, normalement, tout commerce, t'es obligé d'afficher les prix, bon, et des trucs comme ça, des particularités, tu te dis, putain, pourquoi ils mettent pas le prix? Et il y a vraiment cette pudeur qui est étonnante. En fait, la différence vraiment entre les NFT et l'art traditionnel chez les collectionneurs, c'est la notion de confidentialité et de pudeur en fait qu'il y a par rapport à l'achat d'art. C'est-à-dire que la confidentialité, c'est vraiment le point le plus important quand tu travailles dans des maisons de vente, etc. Tu donnes aucune information à propos de tes clients. Tu restes toujours très vague sur les acheteurs, les vendeurs, les gens qui s'intéressent, etc. Même auprès des artistes qui vont vendre leurs œuvres. Et dans la NFT, bon, évidemment, la confidentialité, c'est important, mais dès qu'ils achètent un truc, ils le tweetent, tu vois. Alors que un acheteur d'art traditionnel, il va généralement cacher le fait qu'il a acheté des trucs importants, etc. Et c'est pas un truc qu'il va afficher publiquement. C'est vraiment, t'as une approche assez différente par rapport à ça. Où en fait, Pourquoi d'ailleurs? c'est un peu, je pense que peut-être là on peut parler d'aspect générationnel, tu vois. Il y a encore quand t'invites des gens dans des grands dîners chez toi, bah c'est là, c'est le moment où tu vas en parler. Et t'en parles pas à tout le monde puisque tu veux impressionner certaines personnes spécifiquement, on va dire. Alors que peut-être dans la génération plus réseaux sociaux, t'as la volonté d'être suivi par beaucoup de personnes et d'avoir une sorte de validation d'une audience large, en fait, d'un groupe plus large et de tout le monde plutôt que juste d'individus spécifiques, tu vois. Et il y a le côté cloud, quoi. C'est comme quand tu vas aller, comme si tu prenais des photos de toi dans un jet privé, je suppose. Bah, tu vois, il y a des œuvres qui valent sûrement tout aussi cher que des jets privés. Et donc, prendre une photo à côté, c'est un peu le même délire, tu vois. Et tu le vois parfois, bah, tu vois, Jay-Z qui va faire des photos à côté des trucs des œuvres de Basquiat qu'il a, tu vois, tu retrouves un peu cette notion-là. Je pense que c'est pour le cloud, honnêtement, pour la plupart du temps. Et aussi parce que c'est difficile de rencontrer d'autres gens aussi qui s'intéressent à ces sujets-là. Tu vois, quand tu t'intéresses à des cultures de niche, Internet, c'est un super endroit pour trouver d'autres personnes qui s'intéressent à la même culture de niche que toi. Alors que dans des cadres sociaux plus traditionnels, dans un dîner ou, je sais pas, dans une expo, des trucs comme ça, tu sais pas forcément si les gens ils s'intéressent aux mêmes trucs un peu bizarres que toi, tu vois, aux mêmes mouvements très spécifiques, aux mêmes artistes, etc. Donc je pense qu'à travers les trucs en ligne, c'est plus facile de retrouver des gens qui s'intéressent à ce sujet-là et de trouver des gens avec qui en discuter, qui s'intéressent sincèrement à ça. Et donc je pense que c'est aussi cette notion-là de vouloir trouver d'autres personnes qui s'y intéressent vraiment.
Mais je pense qu'il y a une bonne partie aussi qui est due au cloud, des choses comme ça. Je te dis, c'est le capital social. Aujourd'hui, capital social. Avant, il était beaucoup défini par le fait d'être accepté dans certains groupes restreints, d'être invité, tu vois, à la table de Jean-Paul Sartre ou je sais pas qui, tu vois. Aujourd'hui, ça passe par le fait de combien t'as de followers sur Instagram, sur Twitter, etc. Tu vois, donc c'est un changement de paradigme. Et je pense que ce changement de paradigme-là, du coup, il impacte aussi la manière dont les gens ils communiquent sur le fait d'acheter certaines œuvres d'art ou non, tu vois. Mais typiquement, tu vois, l'œuvre la plus chère au monde, Salvador de Au Mundi, final, c'était pas, on savait au pas fi- qui c'était. Ça a été fuité, le fait que c'était le prince de, je crois, de l'Arabie Saoudite, des choses comme ça, tu mais au final, c'est un peu ce qu'on retrouve avec les Bored Ape. Appartenir à un groupe et avoir un statut social qui fait que, ah, ce mec-là fait partie des Bored Ape, il est dans le Bored Ape Yacht Club, ça doit être quelqu'un d'important. Il y a aussi ça qui reste et dans cette culture où tout le monde peut tout flex, le fait de faire partie d'un groupe, c'est aussi un élément qui ressort et qu'on avait moins jusque-là et qu'on retrouve aussi avec les NFT d'une certaine manière. Après, toutes les communautés NFT n'ont pas cette vocation de prestige social, etc. Et je pense que c'est là où vraiment Bored Ape et même la partie crypto, enfin la collègue CryptoPunk a fait la différence. Moi, je trouve ça assez impressionnant parce que jusqu'à maintenant, dans les cryptos, on n'avait pas forcément eu ça. Enfin, montrer combien t'as de Bitcoin, voilà, bon, t'as pas forcément envie de montrer combien t'as de Bitcoin. C'est plus, enfin, les NFT, c'est un moyen de montrer que t'es riche en crypto sans pour autant dire que t'as combien et donc d'avoir une sorte de respect d'une certaine manière. Enfin, vois. Oui, oui, c'est des signes extérieurs de richesse et c'est vrai que ça, c'est particulièrement vrai dans le cadre, tu dis, des marchés collectibles, quoi. Et il y a peut-être la culture collectibles qui a un peu transpiré sur, on va dire, la culture de l'art pictural, quoi. Mais c'est vrai dans le monde de l'art traditionnel aussi, tu vois. Tu peux acheter des sneakers en maison de vente, des sacs de luxe, des montres, des bijoux, des choses comme ça. Et ça, c'est des catégories qui sont développées notamment dans les dernières décennies, quoi. Plus importante, tu vois, le marché des montres de luxe, par exemple, typiquement, depuis 30 ans, c'est là que ça a vraiment explosé. Donc ouais, il y a ce côté signe extérieur de richesse et bah c'est plus facile pour les gens de comprendre qu'avoir une Ferrari, c'est un signe extérieur de richesse que d'avoir un tableau où en fait quand les gens ils savent pas l'apprécier, ça pas si ça vaut 1000 balles ou 1 million d'euros, tu vois, il y a des trucs que parfois tu te dis bon, comment savoir. Donc il y a une petite différence dans le sens que le capital culturel aussi, il découle du capital social et il y a des liens forts entre les deux, mais il y a une forme de, ouais, de barrière à l'entrée où t'as un truc que tu sais que pas tout le monde va savoir que c'est important ou que c'est impressionnant ou des choses comme ça. Donc il y a aussi un truc de, c'est montré en plein jour, mais pas tout le monde s'en rend compte, tu vois. Et moi, typiquement, quand j'ai quelqu'un, je suis bien plus impressionné par des œuvres qu'il a au mur que le fait d'avoir des voitures de luxe ou des trucs. Tu vois, moi, les voitures, je m'en fous complètement. Donc, il y a des trucs comme ça où tu te rends compte et quand tu pointes et que tu dis, regarde ce truc-là, les mecs ils sont genre, ah oui, tu connais et tout. Et là, d'un coup, il y a des liens qui se font qui se feraient pas autrement. Donc, mais c'est une notion qui est hyper compliquée à définir et qu'il y a plein d'auteurs qui sont intéressés à ces questions-là. Donc c'est compliqué d'arriver avec un constat ferme et définitif sur pourquoi est-ce que les gens achètent des trucs chers et des œuvres d'art. Mais il y a beaucoup de facteurs, mais je pense qu'on peut souvent revenir à la théorie de Bourdieu et à ces notions-là. Mais les collectibles, t'as raison, le font, mais de manière beaucoup moins subtile, puisque tu vois, c'est des PFP, donc c'est juste que oui, tu sais que la PFP du mec vaut 100 000 balles ouais. et voilà. Mais tu sais pas si le mec, la différence, c'est qu'avant les punks, quand un mec avait un punk, c'était vraiment un OG un peu du mouvement crypto, cypher, etc. Parce qu'il y en avait peu qui s'intéressaient, C'était pas etc. qu'une question d'argent. Ouais. Oui, maintenant c'est devenu un truc de, bah t'es un punk, t'es souvent un nouveau riche ou un truc comme ça, mais on sait pas tellement si en fait tu connais grand chose à la crypto. Tu peux arriver demain avec 200 000 balles, t'acheter un punk et t'acheter une forme de légitimité que t'as peut-être en réalité que tu mérites peut-être pas forcément, tu vois, donc que ça vient brouiller un peu ça. Donc c'est une Ouais. manière de le faire, mais tu vois, c'est comme pour moi avoir un punk, c'est comme avoir une Lamborghini ou avoir des fringues 4000 balles, et des sneakers qui valent hyper cher. C'est clairement un signe extérieur de richesse qui se comprend pas, qui est compréhensible par la plupart des gens, même les gens qui ont aucune culture. Là où avoir, tu vois, un Fidenza, avoir des collections d'art génératif très cher recherchées, une petite édition limitée de Beeple ou des choses comme ça va parler à bien moins de gens. Mais ça va peut-être parler aux gens que tu as envie, avec lesquels tu as envie de te connecter, avec lesquels tu as envie d'échanger, et qui vont te garantir une forme de capital culturel chez ces gens-là qui est peut-être plus important que la moyenne, tu vois, d'une certaine manière. Donc moi, je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie de fréquenter des gens intelligents de manière générale, tu vois, et donc il y a un peu de ça aussi, tu vois.
C'est con à dire, c'est bizarre à dire, tu vois, mais je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Et je te dis, c'est pas parce que t'es millionnaire que t'es forcément intelligent ou forcément cultivé, etc. Et qu'une fois que t'as réussi ta vie, que t'as plein, on va dire que t'as le max level de la money, bah voilà, il y a ces deux autres trucs où tu peux aller atteindre le max level de l'amitié et le max level de la culture. Et en fait, c'est un peu des side quests pour ces gens-là, quoi, entre guillemets. Donc, et je comprends. C'est important, je pense que tu vois, même si tu fréquentais que des millionnaires, à un moment, t'en as un peu marre, tu vois. C'est comme fréquenter que des gens qui parlent de crypto à un moment et des projets blockchain. À un moment, tu te dis, t'as la tête gros comme ça, tu vois, tu peux plus écouter, t'as envie d'entendre parler d'autres trucs aussi, tu vois. Ouais. Et les gens qui parlent d'art, je pense que ça a amené une petite bouchée de fraîcheur C'est un aussi peu à ce ces qui m'arrive en gens-là. ce moment, d'ailleurs. Ouais, mais c'est normal. Et moi, j'adore les crypto bros, et Pour j'adore les entrepreneurs blockchain. J'ai aucun problème à écouter leurs projets. Et après, ils sont dans leur truc, mais c'est vrai que je trouve avoir que j'ai des discussions plus intéressantes avec des gens, bah, qui partagent les mêmes points d'intérêt que moi, qui s'intéressent à l'art, aux artistes, et qu'on peut parler d'autres sujets voilà, la crypto pure et dure, et la spéculation pure et dure, et le marché, quoi. Parce que le marché, c'est très intéressant, et tu peux en parler des heures. Mais au bout de la 50e fois, t'en as un peu marre, et t'as peut-être envie de rencontrer d'autres genres de personnes, tu vois. Qu'est-ce qui t'intéresse toi dans les NFT au-delà entre guillemets de la partie authenticité? Qu'est-ce qui toi t'intéresse dans ce format-là et pour toi, enfin pourquoi toi aujourd'hui tu passes la majorité de ton temps entre guillemets dans cet écosystème NFT d'une certaine manière? Ouais, bah écoute, en fait, moi j'ai commencé, comme je t'ai dit, par les trucs de traçabilité, d'identification pour les objets physiques, mais je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait beaucoup de problèmes en fait sur l'application de la blockchain pour des problématiques physiques. C'est juste, je me suis découvert en fait une passion pour l'art digital, honnêtement, pour cette forme de création, pour l'art génératif, pour l'art d'intelligence artificielle, l'animation 3D, l'animation 2D, l'illustration et tout ça. Moi, c'est des choses qui m'ont toujours plu en fait et qui, je pense, avec lesquelles j'ai grandi. Gros fan de BD quand j'étais petit, des choses comme ça, tu vois. Et du coup, bah, ça me passionne et comme j'étais, on va dire, omnibulé par ces questions-là des années avant que n'importe qui s'y intéresse, quand ça a commencé à devenir un peu mainstream, je me suis dit, ça y est, c'est la destinée, quoi, un petit peu, tu vois, faut te lancer dedans. Et le fait d'aujourd'hui d'avoir un impact et d'avoir de l'importance et tout, c'est des choses qui me motivent aussi à m'y impliquer, tu vois, et d'essayer d'avoir un discours qui est pas forcément le discours dominant et essayer de parler de thématiques et de problématiques qui sont pas forcément, tu vois, en timeline Twitter, mais justement parler de choses différentes. Moi, c'est des choses qui m'intéressent, tu vois, et c'est juste que c'est tellement un début de mouvement d'art, encore aujourd'hui, parce qu'on pense que voilà, Bull Run est passé, et qu'en fait, t'es plus trop early, mais si tu regardes sur, on va dire, sur la timeline de l'histoire de l'art, tout ça est quand même très récent. Et je sais qu'en m'y intéressant maintenant, à l'âge que j'ai, je peux commencer à travailler avec des artistes qui seront très certainement incontournable dans les décennies à venir. Et ça, c'est une opportunité absolument pas ratée à mon goût, tu vois. Donc il y a ça, mais après, en fait, je m'intéresse aussi bien au monde de l'art traditionnel qu'au monde de l'art digital, NFT, et essayer de faire le lien entre les deux, et c'est assez intéressant. Et puis c'est aussi parce que je te dis, moi j'étais matrixé par ça pendant des années. En fait, j'ai jamais rien vu d'autre. Tu vois, je pourrais peut-être aller travailler pour une galerie sur des trucs d'art contemporain tout à fait traditionnels, mais ça serait un petit peu gâcher les années d'accumulation de connaissances et de pratiques, Cette etc. opportunité quoi. Ouais, Ouais. mais pour moi il y a le côté un peu, ouais, il y a un côté, c'est là où pour moi où sont les opportunités en ce moment, même pendant le bear market. Et je rencontre des gens incroyables, je discute avec des artistes que je pense que qui me passionnent, tu vois, et qui ont des productions qui me fascinent. Et puis ça arrête pas d'évoluer, tu vois, quand tu regardes ce qui a été minté en art d'intelligence artificielle il y a 4 ans par rapport à ce qu'il y a maintenant, putain, le jump technique qu'il y a eu est absolument hallucinant, tu vois. Donc c'est ce qui se passe maintenant et tout de suite, tu vois. Artistiquement, je pense que c'est un truc que beaucoup de gens recherchent pour les gens comme moi qui veulent curateurs, galeristes, etc. S'intéresser à qu'est-ce qui fait la culture maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et tout. C'est des choses vraiment importantes pour moi d'être, on va dire, en connexion avec tout ça. Et en fait, voilà, c'est ce qui me pousse à être à fond là-dedans. Et aussi, mais franchement aussi, c'est parce que ouais, j'ai plus d'opportunités là-dedans et que le fait d'être un académique, tu vois, il y a beaucoup d'académiques dans le monde de l'art. Et il y a des gens qui écrivent 100 000 fois mieux que moi. Moi, j'écris assez mal de manière générale. J'ai beaucoup de frustration avec l'écriture. Mais en fait, quand je me compare avec des gens qui sont dans l'espace NFT, en fait, une écriture qui reste quand même très académique et qui apporte quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et donc voilà, je me dis
pourquoi aller dans le truc où je fais les choses moins bien que d'autres personnes et qu'il y a des gens qui sont plus talentueux que moi à faire là-dedans, alors que là-dedans je suis talentueux, j'ai du succès, les gens me respectent pour ce que je fais, etc. Et je suis entendu, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, quand tu montes travailler dans le monde de l'art, c'est hyper important parce que tu as envie d'avoir un impact en fait. Et dans le monde des NFT, j'ai vraiment l'impression d'avoir un impact, même à mon âge. Et je sais que dans le monde de l'art traditionnel, c'est pas une opportunité que j'aurais pu avoir honnêtement. Tu vois, quand j'étais directeur de département chez Sotheby's à 24-25 ans, euh, les gens qui me rencontraient, c'était genre comment, tu vois, parce que en fait, ils avaient 3-4 ans de plus que moi et eux, ils étaient stagiaires dans des départements à côté, tu vois. Et Bugué. donc, tu vois, c'était moi avoir cette Ouais. opportunité-là, c'est vraiment à ce niveau-là de mon âge, de ma carrière, c'était totalement inespéré, tu vois. Donc quand tu vois tous ces trucs-là super positifs, t'as du mal à te dire pourquoi est-ce que j'irai autre part, tu vois. Donc, je pense que c'est la raison principale, quoi. Mais c'est parce que je m'épanouis là-dedans et que voilà, je trouve mon plaisir, tu vois. Toi, tu pourrais aller très bien, aller dans la finance traditionnelle et, et t'occuper d'actions obligations, des trucs comme ça. Je pense que tu sais où ton talent il est et où tu t'éclates, tu vois. Donc, c'est un peu la même logique. Moi, je suis curieux d'avoir ton avis, surtout sur un petit peu ce que tu regardes d'un point de vue NFT. J'ai l'impression que tu regardes pas forcément les mêmes choses que moi, et ça Mm. que je trouve assez intéressant. Moi, je suis vraiment très orienté sur les PFP, mais j'ai l'impression que je commence à avoir des cheveux blancs en parlant de PFP, tu vois. Donc, à quel point l'écosystème NFT est en train d'évoluer pour toi? Quelles sont les différentes narratives qui se développent et lesquelles t'intéressent le plus? Je pense que la question que beaucoup ont en tête par rapport à ça, c'est est-ce que le marché des PFP va mourir ou est-ce que pour toi Ouais. il va amener à rester et juste il y a d'autres choses qui vont se développer à côté? C'est tellement jeune que c'est très difficile de se projeter en fait sur ce marché-là et vu que t'es assez connaisseur du sujet, j'aurais été curieux d'avoir un petit peu ta vision sur le marché tout simplement. Enfin, je vais sortir un petit calepin comme ça parce que là, tu fais des questions en cascade, donc il faut que je me rappelle de tous les trucs que tu as mentionnés. Mais c'est vrai que moi, je regarde les PFP, ça a jamais été un truc qui m'a trop intéressé parce que j'essayais de développer mon propre. Moi, j'ai ma prof PFP de Magritte que j'aime beaucoup et qui me signifie pas mal de choses pour moi. Donc, je comptais jamais l'utiliser comme identité numérique. Après, c'est vrai que je regrette de pas avoir acheté du CryptoPunk quand ça valait 300 balles, tu vois. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est un peu galère de prévoir ce genre de choses. Et puis une fois que j'avais des sous, le truc, tu sais, ça restait quand même des sommes qui étaient quand même non négligeables. C'est pour ça que moi, je me suis toujours intéressé aux artistes émergents, en fait, aux gens que les gens regardent pas trop, mais que je pense qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont du talent et que leur marché peut potentiellement se développer. Euh, Comme je te dis, moi, je suis un gars curieux qui m'intéresse à des trucs qui sont de sous-culture, etc., et des niches. Donc, c'est même des niches au sein même des NFT. Le segment art est lui-même une niche puisqu'il représente une minorité du marché, je crois. Moi, le chiffre que j'avais en tête, c'était 30% pendant le bull run. Je suppose que ça s'est peut-être un peu augmenté comme part de marché maintenant que les PFP et les collectibles en général ont bien descendu. Mais tu vois, au sein du segment art, t'as l'art génératif, l'IA, la 3D, etc. T'as beaucoup de mouvements. Donc j'essaye un peu de refaire ma culture sur des mouvements que je connais pas aussi bien que je le voudrais. L'art génératif, typiquement, moi je connais bien l'histoire de l'art génératif des années 70 à 90, mais pour tout ce qu'on appelle le long form generative art, donc l'art génératif on-chain, il y a pas mal de choses que je connais pas trop, etc. Et puis moi j'ai une moins de sensibilité pour l'art abstrait, donc c'est moins des choses qui me parlent directement, je suis plus dans le figuratif. Mais je vais regarder moi en ce moment des artistes que je sais qui seront encore là dans les 20-30 ans, qui ont des productions intéressantes et bah, je regarde un peu voilà s'il y a des mecs qui vendent leurs trucs pas très cher, j'essaie de faire des private deals avec certaines personnes, j'ai un peu mon plan et ma bucket list de choses que je voudrais, tu vois, dans ma collection, donc c'est aussi structurer tout ça et voir comment on peut développer la carrière de ces gars-là aussi dans le cadre d'expositions et de choses comme ça. Donc je regarde beaucoup ce qu'il fait chez les artistes émergents, sur des gars qui sont reconnus, sur des gars qui vont pas très cher en fait pour l'instant et que je pense qu'ils vont donc plus tard. Et ça c'est un travail de veille en permanence en fait. C'est des listings à rallonge et des choses comme Com- ça. Comment tu restes rationnel par rapport à ça? Parce que l'art, tu as tendance à développer quand même, je suppose, des biais, parce que toi, je sais pas, t'aimes beaucoup un courant ou un style précis, Ouais. mais en même temps, tu mets de l'argent dedans, donc t'as aussi envie que, bah, je suppose qu'il y a des achats qui sont juste coup de cœur et t'espères genre quasiment aucun retour sur investissement dessus, mais je suppose qu'il y a quand même pas mal de pièces que toi t'achètes sur lesquelles t'essayes, ou en tout cas
t'aimerais avoir un retour sur investissement. Comment t'arrives à séparer la partie émotive de ce que t'aimes et la partie rationnelle de je dois obtenir un retour sur investissement. Bah, quand c'est, en fait, pour ma collection personnelle, j'essaie de réfléchir à un horizon de 10 ans, en fait. Là, le rationnel, c'est que bon, sur 10 ans, généralement, tu t'en sors, quoi, même s'il y a des moments où peut-être, il y avait des sorties qui étaient peut-être plus intéressantes. Il y a ça, il y a aussi évidemment quand tu commences à faire des fois 10, bah tu te poses la question de vendre ou pas, quoi, normal. Ça m'est déjà arrivé de pas vendre des trucs qui avaient fait fois 100, tu vois, mais je me posais au moins la question puisque c'était important de se poser la question. Mais en fait, quand je fais les trucs rationnels, non pas pour moi, mais pour les clients, notamment que j'ai en gestion de collection, des choses comme ça. Comme ça me permet d'avoir les deux volets. Et puis, c'est une expertise que tu développes aussi, le fait d'être objectif par rapport à tes goûts, objectif par rapport aux artistes que tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs que je n'aimais pas, mais que je pensais être très bons. Ça peut être très bon et je ne peux ne pas aimer, mais tu vois, quand tu dis qu'un truc est très bon, même si tu l'aimes pas encore et que tu as du mal à comprendre ou à ressentir un truc, t'es obligé de reconnaître que c'est très bon et si tu peux l'acheter de le faire, quoi. Donc il y a une méthode, c'est vraiment de l'expérience, le fait d'avoir un peu peut-être aussi quelques métriques que tu regardes, quelques éléments, on va dire à la fois qualitatifs et quantitatifs sur certains artistes. Et tu vois, par exemple, moi quand je devais faire des estimations pour Sotheby's, c'était un exercice qui était très compliqué puisque bah tu fais des estimations sur la base de quoi, tu vois, sur la base des anciens prix. Est-ce que tu prends le prix en Ether par rapport au prix en fiat qu'il avait à cette période-là? Enfin, tu vois, rien que le fait d'avoir une transition Ether, USD, etc. Ça complique un peu tes analyses Donc ça doit être mathématiques. Tu super vois. chaud. Et en fait, c'est beaucoup pas au pif, tu vois, mais tu prends ça, mais c'est pas, il n'y a pas de formule mathématique pour l'estimation, tu vois. Il y a beaucoup de facteurs qualitatifs qui rentrent en compte en réalité et beaucoup d'incertitudes, tu vois. Et t'as des estimations parfois, le prix qui fait 10 fois l'estimation et puis nous on considère pas qu'on s'est trompé, pour nous c'est une bonne surprise, tu vois. Le but des estimations c'est qu'elles soient assez conservatrices, etc. Et je le voyais qu'il y avait souvent un décalage, tu vois, contacté des collectionneurs en disant, bah, la pièce, elle m'intéresse à la présenter en vente si vous êtes intéressé de la revendre. Et ils me disaient des prix genre, ouais, j'en veux 40 éthers et tout. Je fais, écoute, moi, sincèrement, j'allais t'en proposer une estimation à 4 éthers. Et malgré tout, ils continuent à discuter, tu vois, puisqu'en fait, même eux, on se me dit, et quand je dis que je te propose 10 fois moins, tu vas m'envoyer chier, tu vois, normal. Mais pas du tout, en fait, la plupart des gens, ils continuent à discuter, puisqu'en fait, ils étaient ouverts à s'intéresser de comment est-ce que j'estimais ces trucs-là, pourquoi est-ce que je donnais ce prix-là, et que eux-mêmes, ils savaient pas trop comment mettre un prix dessus, tu vois. Quand ça atteint un certain niveau de prix, de toute façon, le rationnel n'existe plus, en fait. Quand des œuvres se vendent à plus de 10 millions d'euros, toute la part de rationnel qu'il peut y avoir dedans, aussi bien fondée soit-elle, en réalité, c'est de l'enrobage pour plein d'autres trucs. Tu vois. Il y a rien de rationnel dans des œuvres d'art qui se vendent à plus de 10 millions d'euros en réalité. Qu'est-ce qu'est-ce qui joue le plus dans une estimation? Dans des situations, c'est un peu comment dire, tes résultats précédents de premier marché, de second marché, ça c'est certain. Ensuite, c'est où l'artiste est en ce moment. Est-ce que il continue à avoir des actualités? Est-ce qu'il développe des choses intéressantes? Est-ce qu'il travaille sur une autre série? Est-ce qu'il a exposé récemment? Est-ce qu'on a pas vu dans la presse? Tous ces facteurs-là, aussi le réseau qu'il a, le fait d'avoir des collectionneurs qui s'intéressent à ce mec-là en permanence, tu vois, ça en fait, il faut jauger à la fois, faut jauger la demande beaucoup, plus que l'offre, c'est-à-dire que tu vas avoir des super œuvres, mais parfois, bah, tu sais qu'il n'y a pas de demande pour, tu vas pas les présenter parce que t'as pas envie que ça se vende pas. Ça c'est en maison de vente le plus important en fait, c'est de vendre les choses et puisque c'est là qu'ils trouvent leur commission. Tu vois, quand tu présentes un truc mais qui se vend pas, c'est le pire truc qui t'arrive. Bien sûr. Donc c'est de faire aussi des trucs raisonnables où tu sais que les gens vont s'y intéresser et après ouais c'est aussi demander l'avis aux gens que tu sais qu'ils pourraient s'intéresser si ce niveau de prix là ils leur pensent raisonnable, tu vois, c'est confronter aussi un peu les trucs que tu fais à d'autres perspectives, tu vois, et à ta question de comment est-ce que tu détaches tes propres billets personnels par rapport à ce que tu sélectionnes, une idée c'est aussi de confronter ces billets à d'autres personnes pour voir est-ce qu'ils pensent la même chose, tu vois. Moi très typiquement quand je trouve un gars je trouve ça intéressant, je me dis, je vais envoyer ça à deux, trois personnes que je connais qui sont un peu dans ce mouvement-là, leur demander ce qu'ils pensent, tu vois, parce que moi, je n'ai aucune connaissance technique, tu vois, je sais pas utiliser Adobe, je sais pas coder, je sais pas faire de l'IA, c'est encore assez nébuleux pour moi, donc tu peux dire comment est-ce que moi, je suis en mesure de dire combien de taf il y a eu là-dedans, tu vois.
Et en fait, t'en as pas vraiment besoin. Il y a ce mec-là, je crois que Rick Rubin, que j'aime beaucoup, qui dit, c'est un mec qui est archi connu dans l'industrie de la musique. Le mec, il sait pas produire de musique, il sait pas jouer d'instrument de musique et il connaît concrètement pas grand-chose à l'histoire de la musique. Et en fait, juste il a une sensibilité qui s'était avérée en fait être très utile pour les artistes avec lesquels il travaille. Et c'est un mec qui travaille avec les plus grands artistes musicaux au monde. Et tu vois, les mecs me demandent, mais en fait, t'es payé pourquoi? Puisqu'en fait, tu peux pas aider en pratique, tu vois. Et moi, c'est pareil, tu vois. Je discute avec Le des mec gars est qui un font, ovni. bah, c'est un peu ça, quoi. J'ai vraiment aucune connaissance technique de aucun des logiciels que les artistes utilisent. Donc, j'ai mes gars qui ont des connaissances techniques avec lesquels je vais confronter, en fait, des choses que moi, j'aurais repérées juste au flair et au regard. Et juste pour savoir, ok, est-ce qu'il y a beaucoup de taf dedans? Et même si on n'a pas beaucoup, c'est pas forcément très grave, tu vois. C'est pas parce qu'une œuvre d'art t'as passé 300 heures dessus qu'elle vaut plus cher que l'œuvre sur laquelle t'as passé 3 heures, tu vois. C'est pas ça qui compte au final, tu vois. Donc ça peut être un peu parfois un peu étonnant, ouais. Et c'est un des problèmes souvent auquel j'essaie de faire attention et d'éviter mes billets, c'est parce que bah parfois il y a des trucs en fait qui sont très faciles à faire et qui graphiquement ont l'air très cool, mais en fait il y a pas grand chose derrière. Et donc s'intéresser à la technique c'est important, mais t'as pas forcément Ouais. besoin de la maîtriser pour tu vois, je dis pas n'achetez que des choses que vous seriez en mesure de faire vous-même, tu vois, mais c'est un peu le truc de ah ma petite sœur pourrait faire la même chose, tu vois. Souvent les gens qui vont dans des galeries, ils se font cette réflexion-là. Et la réponse c'est ouais, mais ta petite sœur, elle l'a pas fait. Donc au final, ce qui compte c'est le faire et la capacité c'est une chose, mais c'est pas le plus important en réalité. Tu peux juste à l'esthétique et au flair t'y intéresser. Et voilà, c'est juste que moi je pense que je suis tellement dedans tout le Tu, temps que ça paraît être une seconde nature, mais que c'est un truc qui est, je le sais, pas très évident pour tout le monde, ça c'est certain. tu disais que les maisons comme Sotheby's, etc., prenaient des commissions. De quel ordre est ces commissions? Est-ce que c'est leur seul type de revenu ou comment ça fonctionne ouais, concrètement? Ouais, c'est à ma connaissance leur seul type de revenu. Ils doivent sûrement avoir quelques contrats par-ci par-là de trucs dans le genre, mais en gros, les maisons de vente elles prennent une commission sur l'acheteur et sur le vendeur. Celle-ci dépend pas mal de ta zone géographique, etc. et des taxes locales. Pour donner une idée, les taxes vendeurs chez Sotheby's, donc toi tu viens avec ton tableau, tu veux vendre chez nous, on va prendre une commission sur la vente aussi. Ça peut aller de 0 à 12%. Donc 0% pour les bons clients avec qui en fait tu as envie de les attirer aussi les vendeurs. Donc en fonction de certains trucs, tu fais des commissions moins importantes. Mais ça va de 0 à 12%. Et ensuite, il y a une commission sur l'acheteur, cette fois-ci, qui elle est ce qu'on appelle le buyer premium. C'est-à-dire que tu sais, quand les gens enchérissent par exemple en live auction 100 000 euros une fois, deux fois, trois fois marteau, en fait le mec il va pas payer 100 000 euros, il va payer plutôt 130, 125 000. Ce qui a le buyer premium dessus, qui est souvent en fonction des maisons de vente, Waouh, les Sotheby's ont été, ouais, 25% de c'est commission. Là. énorme. Ouais. Mais Sotheby's, c'est une des plus grosses commissions en buyer premium, puisque bah, c'est une des plus prestigieuses maisons de vente. T'as des maisons de vente où c'est bien moins important, en l'occurrence. Mais oui, c'est dans les ordres de 25%, sans la TVA. Et Parce qu'ils ensuite, ils mettent en vente des choses que personne d'autre met en vente. absolument, et puis c'est plus à même de vendre des Sotheby's, ils sont spécialisés dans les choses entre 100 000 et infini, tu vois, en termes de prix. Donc pour certains niveaux, certains types d'objets, il n'y a pas mieux qu'eux pour les vendre, tu vois. Et ils vendent des choses à plusieurs millions tout le temps, tu vois. Là, récemment, ils ont vendu, je crois, que c'était un papier sur lequel euh, merde, le chanteur de Queen avait écrit Bohemian Rhapsody. C'est parti à 3 millions, un truc comme ça, et tu vois, c'est en salle, et en fait, c'est les gens les plus à même de vendre ce genre d'objet, tu vois. Ça reste les plus grandes maisons de vente au monde, donc c'est là que les grosses ventes se font tout le temps. Donc ce côté prestigieux, en fait, il a un prix pour les gens, et voilà. Mais du coup, ça marche par commission à la fois des acheteurs et des vendeurs, ce qui paraît assez étonnant pour beaucoup de gens de la NFT, parce qu'on est habitué à seulement la commission sur l'achat, justement, et pas sur la vente. Et voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'ils se font l'argent sur la plupart. C'est pour ça qu'ils ont envie de les vendre, les choses. Quand ça se vend pas, ils touchent pas leur commission. Donc c'est une perte sèche pour eux, de tous les coûts marketing que tu peux avoir sur certains objets. Ok. Donc ce qu'ils veulent, c'est vendre. Quelles sont tes perspectives un petit peu sur toutes les marketplaces et les différentes politiques de royalties? Je pense que c'est un petit peu la transition naturelle par rapport à ça, Mmh. parce que globalement tout le monde se plaint qu'on paye trop de royalties, et puis là tu m'expliques que dans, dans l'entre guillemets l'industrie de l'art traditionnel, on fait quasiment x10 sur les royalties à certains moments.
Ouais, de quel œil tu vois toutes ces discussions qu'on voit avec Blur, qu'on voit avec OpenSea, qu'on voit avec Magic Eden? Hmm. Je suppose que tu as un avis qui est beaucoup plus développé et aiguisé que le mien, donc ouais, j'aurais été ouais, content Bah, d'avoir un petit peu ton avis sur ce sujet-là. bah déjà, tu fais la confusion, puisque les royalties, c'est pas similaire aux commissions. En fait, ce qui est plus similaire, c'est les frais de plateforme. C'est-à-dire que les commissions que Sotheby's prend, Oui, c'est comparable. il y a les fees et les Ouais, royalties. ouais, puisqu'en fait, en plus de tout ce que je t'ai dit, il y a Ouais, mais aussi en soi, il y a des dans le plateformes monde qui te permettent de même pas payer les royalties. C'est ça ouais, que je veux ouais. dire. Ah ouais, ouais, ça, tout à fait d'accord. Mais juste pour dire, c'est que en plus de tout ce que je t'ai dit là déjà, t'as aussi sur certains artistes qu'on appelle le droit de suite. Donc c'est aussi des royalties que tu dois payer Ah oui, putain. dans certains cas. En fait, le droit de suite, c'est un truc qui existe dans le droit français depuis quasiment un siècle Ça maintenant. mange bien les artistes. Bah, au contraire, c'était une mesure sociale qui était faite pour éviter que leur famille crève la dalle, justement. Puisque dès qu'ils mouraient, les artistes, bah, ils touchaient plus rien un soir. Ok. Donc, tu vois, typiquement, la famille de Van Gogh, une fois que Van Gogh était die, bon, ils avaient des stocks, donc ils ont pour continuer à en vendre, et c'est pour ça qu'ils sont devenus connus par la suite. Mais quand t'étais un artiste connu qui avait tout vendu dans ton lifetime et que bah tu mourais, ta famille, elle avait que de chic, quoi, tu vois. Et donc le droit de suite, c'est un petit pourcentage, je sais plus exactement de combien il est dans le monde de l'art traditionnel, qui est reversé en fait aux ayants droit de l'artiste, donc très souvent à sa famille ou à sa fondation, son estate, et qui permet de continuer de faire en sorte que l'artiste y soit exposé, de créer des choses comme des monographies, des choses qui vont participer à la mémoire de cet artiste-là, tu vois. Et dans le monde de l'art traditionnel, généralement, les artistes, avant d'être successful, ils sont soit très vieux, soit morts déjà. Donc en fait, la famille ne bénéficiait pas du tout du retour du succès que ces artistes-là avaient par la suite. Donc en fait, le droit de suite, ça a été instauré dans le droit français, comme je te dis, il y a quasiment un siècle maintenant, comme une mesure sociale, et c'est vraiment l'équivalent des royalties dans le monde des NFT. Donc on n'a rien inventé là-dessus. Justement, la différence, c'est que les royalties ont été vues comme une forme de revenu passif pour les artistes. Alors que c'était à la base un truc qui est pas fait pour avoir un revenu passif, mais vraiment pour avoir un revenu de subsistance en fait, en réalité, notamment pour tes familles. Donc je considère que les royalties sont justifiées Donc à survivre. certains. Ah ouais, c'est ça. Non mais absolument. Donc et tu vois, il y a certains artistes comme Beeple par exemple qui ont réinvesti, je pense, la totalité des royalties qu'ils ont gagné sur leur second marché dans le fait de faire un lieu hyper important. Je sais plus où est-ce qu'il est exactement dans une ville de Virginie qui lui a coûté sûrement plusieurs millions d'euros à créer. Et tu vois, il redonnait à l'espace entre guillemets de cette manière-là, ce qui est intéressant. Et il utilisait les royalties d'une manière originale, dans le sens que lui, il vendait ses œuvres à 1 dollar pour que tout n'importe qui puisse avoir la chance de l'avoir s'ils étaient tirés au sort. Et lui, il faisait vraiment gagner sa vie sur les royalties, puisque ses œuvres s'échangent, tu vois, au moins à 50 000 dollars. Donc quand il touchait 5 à 10% dessus sur des éditions, il gagnait bien plus d'argent que sur la vente à 1 dollar de premier marché, tu vois. Donc il y a des gens qui ont des approches assez intéressantes par rapport à ça et originales. Euh, pour moi, les royalties tu vois, sauf si c'est intégré dans ton business plan de manière peut-être évidente sur les projets collectibles, ça fait pas tellement de sens parce que justement c'est pas une sorte de revenu de subsistance ou ça correspond pas trop à l'éthos du droit de suite. Après, je suis quand même content de voir que la plupart des marketplaces dits curatés comme SuperArt, Maker's Place, Nifty Gateway et compagnie, Async ont gardé encore les royalties. Rarible aussi, peut-être. Ouais, Rarible, je crois que certainement. Peut-être que Rarible, vu qu'ils sont plus, ils sont pas vraiment curatés, Rarible, ils avaient cette volonté de concurrencer OpenSea, donc c'est pas tout à fait, je sais pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. OpenSea et tout. Ok. Mais ouais, en gros, les royalties à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est juste que la promesse qui était faite au début du Blue Run s'était avérée mensongère, tu vois. L'immuabilité des NFT qui est pas vrai et le fait que ouais, les royalties sont on-chain, etc. Alors qu'en réalité, pas du tout. C'est fait au niveau des plateformes, c'est fait au niveau même pas au niveau des smart contracts, je crois. Donc il y a tellement de manières de les bypasser que c'est un système qui était pas abouti, quoi. C'est dommage parce que je pense que ça a attiré beaucoup d'artistes là-dedans, justement. C'était une des premières raisons pour lesquelles les gens sont venus. Et en fait, on se rend compte que le système qui existe en France est lui bien plus abouti, alors que géré par un État, géré par une institution centralisée, etc. Tu vois. Donc ça posait que moi j'avais discuté avec des gens du ministère de la Culture en France qui étaient justement très déçus de savoir qu'en fait les royalties tu pouvais les bypasser puisque pour eux c'était ça qui les intéressait vraiment. Ils se disaient, ah, un système de redistribution qui est intéressant, qui pourrait utiliser des technologies que nous, on n'a pas encore, tu vois, vraiment recherché ou adopté.
Et en fait, le fait que ce soit pas une réalité, ça les a vraiment déçus. Moi, j'ai vu, ça les a vraiment déçus et ça a vraiment gommé pas mal de pistes de développement pour le ministère de la Culture sur ces sujets-là et l'adoption du Web3 et de la blockchain. C'était vraiment un des facteurs les plus importants pour eux. Et donc, c'est dommage à voir. Euh, Après, voilà, j'espère que qu'elles sont toujours respectées sur les marketplaces traditionnels et tout. Je pense que pour les projets collectibles, on peut oublier et que de toute façon c'était peut-être pas tout à fait justifié pour la plupart. Bon, après c'est à débattre encore une fois, mais là-dessus ouais c'est un truc qui avait fait débat et à juste titre et parce que ça avait créé beaucoup de déceptions de beaucoup de personnes qui avaient adopté notamment le Web3 à travers ça et pour cette raison-là uniquement. Donc j'espère que ça va pas complètement disparaître et j'ose espérer qu'un jour on trouvera un système technologique qui permettra d'assurer de manière on-chain les royalties sur toutes les marketplaces pour les artistes qui le décident. Mais j'y crois moyennement malheureusement. Mais chez Sotheby's, tu vois, on respectait les royalties typiquement quand c'était des acheteurs de second marché. Alors qu'on était légalement pas obligé de le faire d'ailleurs, on reversait une partie du coup enfin c'était l'acheteur qui reversait une partie de la somme qu'il avait eue à l'artiste pour respecter ses royalties justement. Donc ça, c'est des choses qui se développent. Mais tu vois, typiquement aux États-Unis, le droit de suite, comme je te l'ai dit en France, n'existe pas. Donc, en fonction des cadres nationaux. Mais moi, ce Ouais. que je pense, pour trouver des solutions, en Ok. tout cas, à Donc cette pour eux, c'est problématique. une nouveauté. Non, puisqu'en fait, ça avait été un moment défini par des tribunaux de Los Angeles, de Californie et pour l'adapter au niveau fédéral, mais ça avait été bloqué par le gouvernement fédéral complètement. Donc non, c'est pas une nouveauté parce que c'est des choses qui existent depuis longtemps et qui sont débattues depuis longtemps. Et justement, c'est ça que je trouvais dommage dans tous les débats que je pouvais voir sur le royalties dans l'espace, c'est que c'était des gens qui en parlaient sans prendre connaissance des systèmes existants et de ce qui avait pu être fait sur cette question depuis quasiment un siècle. Tu vois, t'as un siècle de débats que tu peux utiliser et sur lesquels tu peux te baser. On les utilisait pas, on avait l'impression de réinventer la roue, tu vois, en permanence. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Je pense que s'il y a des solutions à trouver, elles vont être d'inspiration, notamment des systèmes qui existent déjà aujourd'hui dans le monde de l'art traditionnel et qui sont gérés aujourd'hui par la plupart par des organismes centralisés et publics. Donc je pense qu'il y a des pistes à explorer là-dedans pour essayer de trouver les vraies solutions et qu'on va pas réinventer la roue avec ça et voilà donc c'est ce que j'aimerais voir quoi c'est peut-être même des États s'intéressent à ce sujet-là et impliquer peut-être des systèmes blockchain pour, tu vois, la SACEM ou des choses comme ça. Les droits musicaux, typiquement, c'est géré par la SACEM, c'est géré par des instituts publics et centralisés, et c'est super bien géré. Enfin, il y a un délai de versement et tout ce que tu veux, mais fondamentalement, c'est un système qui protège les artistes, qui les rémunère et qui fait en sorte qu'ils soient accompagnés, etc. Donc, et qui gagnent leur juste droit de leur création. Donc là-dessus, ouais, il y a un peu un décalage entre ce qui était promis et ce qui s'est avéré être une réalité technologique, quoi. Et juste avant, tu parlais un petit peu de d'IA et aussi d'art génératif, etc. Mm. Quelle place tu penses ça va prendre tout simplement dans tout ce qui est art digital, notamment via NFT ou même dans l'art un petit peu plus traditionnel en soi? Est-ce que pour toi ça va prendre une énorme place? Est-ce qu'on sera plus capable de faire la différence entre ce qui est généré par une IA, conditionné évidemment par un humain, ou peut-être pas? Comment tu vois cette arrivée de la technologie dans cette industrie, dans cet écosystème? Parce que moi, c'est pas forcément une question que je me suis posée, j'y avais même pas pensé honnêtement, mais je vois que ça se développe de plus en plus quand même, et vu que toi t'as un petit peu une patte d'expert, un œil d'expert à ce niveau-là, je serais curieux d'avoir ton avis. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Comme je te dis, l'art génératif, ça existe depuis quasiment la milieu des années 50 dans l'art. Les gens qui travaillaient, qui étaient rechercheurs chez IBM, des choses comme ça, faisaient déjà des œuvres artistiques sur des ordinateurs qui faisaient la taille d'un bâtiment de 3 étages, quoi. Tu vois, c'était pas l'ordinateur de salon. Et, euh, et du coup, ça a une vraie histoire très longue. Et pareil pour l'intelligence artificielle, nous on l'entend dans le débat public depuis 2-3 ans.
Mais en fait, il y a des mecs qui utilisent l'intelligence artificielle dans l'art depuis plus d'une dizaine d'années, en réalité, depuis même parfois plus de 20 ans. Donc en fait, on a bizarrement une longueur d'avance dans le milieu de l'art sur ces sujets, et notamment les implications éthiques de ces technologies, etc., tous les gens qui les questionnent. Et en fait, on avait beaucoup de recul là-dessus. Ce qui était impressionnant, évidemment, c'était le fait que il y a eu un jump technique absolument hallucinant et que c'est devenu abordable par bien plus de gens. C'est-à-dire que moi, les artistes que je connaissais, c'était des artistes qui avaient leur propre GAN, qui géraient leurs réseaux neuronaux eux-mêmes. C'était donc plus proche de la démarche artistique de l'art génératif, justement, où tu fais beaucoup de codage, d'algorithmique, etc. Aujourd'hui, on est sur Midjourney, etc. On est quasiment sur des formes d'outils auteurs, en fait, comme ça, tu vois. C'est comme l'arrivée de Wix et des trucs comme ça. Ça offre des potentialités intéressantes sur qu'est-ce qui fait un bon artiste d'intelligence artificielle, etc. Il y a, mais aujourd'hui, moi encore, j'arrive à reconnaître assez facilement des œuvres d'intelligence artificielle ou même des œuvres qui ont juste utilisé l'intelligence artificielle comme référence. T'as des artistes comme Trevor Jones, par exemple, ou Eva Heller qui font juste des sketchs sur l'intelligence artificielle pour avoir une idée de composition. Mais en fait, les intelligences artificielles font toujours un peu les mêmes genres de composition, se basent sur des trucs très mathématiques, et donc du coup ça ressemble souvent à des œuvres un peu de la Renaissance, trucs en triangle, le cube de Fibonacci, des choses comme ça. Donc la composition se reconnaît assez facilement, mais ça c'est vraiment parce que j'en bouffe tout le temps, donc j'arrive Pour le à... moment. Ouais, ouais. Pour le moment, oui et non, puisque même c'est pas vraiment une question du réalisme, en fait, c'est le devil's in the detail, tu vois, sur des détails. Mais même même si t'avais un rendu qui serait parfaitement photoréaliste, juste par la manière dont l'image est composée et les choses sont disposées, tu peux reconnaître un peu l'algorithme. Donc, mais après là, c'est vraiment pousser le truc un peu plus loin. Ce qui est sûr, c'est que ça reste quand même assez médiocre pour la plupart de ce que tu peux produire, et ça demande une capacité technique de savoir utiliser une IA correctement et de produire quelque chose de correct. Et comme je te dis, c'est le truc de ma petite sœur de 5 ans aurait pu faire la même chose. C'est un peu la même reproche qui est fait pour les artistes d'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a pas de nécessité technique, mais en fait, si, il y a quand même, c'est pas tout le monde qui peut très bien utiliser des prompts, etc. Et il y a des artistes de prompt, moi que j'aime beaucoup comme Redrum, etc., qui ont un vrai univers artistique, une vraie esthétique, signature, etc., et qui utilisent plein de différents outils d'intelligence artificielle, ce qui fait que leur œuvre est pas forcément, et leur art est pas forcément cantonné à un logiciel particulier. Donc ça, moi, je suis assez enthousiaste et j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qui pourrait en ressortir, tu vois, et des choses nouvelles qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, c'est utilisé pour faire des choses qu'on savait déjà faire. Des images photoréalistes, bah, tu peux prendre une photo, et ça fait une image photoréaliste. Donc là-dessus, bon, tu vois, à part si tu veux faire des mises en scène et tout, il y a des contextes sur lesquels, mais on refait des trucs qu'on faisait déjà, tu vois. On va pas faire des choses nouvelles forcément. Mais, moi, ça me faisait marrer de regarder typiquement en 2017, t'as des œuvres assez majeures qui s'appellent les Lost Robbies, euh, qui sont parmi les premières œuvres d'intelligence artificielle qui ont été mintées sur la blockchain, qui ont été faites par un artiste français qui s'appelle Vidéodrome, Robbie Barra. Et c'était censé être des portraits de nus. Et quand tu regardes, on dirait tout sauf un nu, tu vois. C'est des trucs, c'est des rendus vraiment préhistoriques quasiment, on dirait limite des peintures rupestres. Et c'est vraiment la préhistoire de l'intelligence artificielle à ce moment-là, tu vois. Et je trouve ça limite quasiment plus intéressant que des trucs qui sont archi poussés d'aujourd'hui, tu Trop vois. Donc, bien fini, trop lisse, etc. ouais, bah tu te dis la technique, c'est pas forcément le plus important, le plus intéressant, c'est les concepts que tu essaies de développer, qu'est-ce que tu fais avec ces outils-là, quoi, tu vois. Des gens qui savent super bien peindre, il y en a plein, tu vois, et c'est pas pour autant des très bons artistes. C'est des bons peintres, mais pas forcément des très bons artistes. Et donc il y a des gens qui sont très bons avec l'intelligence artificielle, qui sont de pas très bons artistes non plus, tu vois, qui manquent d'idées, qui manquent d'originalité, qui manquent de réflexion, et qui parfois d'ailleurs se vendent très bien, hein. Mais vraiment il y a c'est pas sur la capacité technique que tu reconnais les bons artistes en fait, c'est sur les concepts et sur bon, il y a le caractère, il y a plein de choses qui fait que. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Souvent, les gens que je vois se plaindre de ça, c'est des gens qui font de l'illustration dégueulasse, qui mériteraient franchement d'être fait par l'intelligence artificielle, tu vois. Donc moi, j'ai pas de mal à ce que ça remplace de la médiocrité, tu vois. Si c'est pour produire des choses médiocres, c'est vrai que l'intelligence artificielle le fera plus rapidement et mieux.
Mais moi, les choses médiocres, c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est les choses exceptionnelles. Et c'est pas tout le monde qui est en mesure de faire des choses exceptionnelles avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu vois. Et il y a des initiatives intéressantes comme Boto Project où c'est l'intelligence artificielle avec une aspect de co-curation, de DAO, etc. Où tu peux aller chercher plus loin, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse. Je le vois pas comme une compétition ou comme une menace pour les autres artistes, etc. Mais vraiment comme un moyen d'explorer de nouveaux outils, d'explorer de nouvelles idées et de s'amuser. Après, encore une fois, c'est vrai que la technique est intéressante et que les artistes qui utilisent le GAN et qui sont, on va dire, de l'ancienne école, tout ça, qui sont pas arrivés avec Midjourney, etc., ont des perspectives qui sont très intéressantes dessus. Je pense à Sofia Crespo notamment. Il y a vraiment, en fait, faut regarder un peu ce qui a été fait. C'est toujours pareil. Moi, j'aime bien regarder l'histoire et ce qui a été fait avant pour voir qu'est-ce que ça dit du présent et qu'est-ce que ça dira du futur. Et je pense que ça restera toujours quand même quelque chose d'assez niche, malgré tout. Mais que la culture visuelle de notre génération et peut-être de la génération en dessous de nous va être de plus en plus impactée par les créations d'intelligence artificielle. Et tu le vois déjà sur TikTok. T'as plein d'illustrations d'intelligence artificielle, etc. Et en fait, ça va participer à la culture visuelle, en fait, ça, de cette génération-là. Et ça va être intéressant de voir c'est quoi les conséquences, en fait, de cette culture visuelle. Est-ce que les gens qui ont grandi avec ça, du coup, vont être plus intéressés par des cultures visuelles qui ont rien à voir et qui sont complètement différentes, tu vois, comme le glitch art, par exemple. Est-ce qu'ils vont, du coup, est-ce que ça va être ça, leur standard d'esthétique et de beauté? Tu vois, ça pose beaucoup de questions. On a une génération qui a grandi avec une culture visuelle très impacté par l'animation, la 3D et la photographie, notamment à travers les films d'animation d'un côté, Disney Pixar, Studio Ghibli, de l'autre, les réseaux sociaux et la culture de la photo, et l'animation 3D, c'est juste omniprésent dans la pub, dans la télé, dans juste le milieu, la création visuelle en général aussi. Donc on a nos propres biais par rapport à ça et avec lesquels on a grandi et nos esthétiques. Il y a une tendance, c'est que plus tu vois une esthétique ou plus tu vois quelque chose, tu as tendance à l'apprécier visuellement. Donc pense plus les gens sont exposés à des créations d'intelligence artificielle, plus ils auront tendance à apprécier ça et à apprécier peut-être cette granularité, ces visuels-là. Mais ça, c'est très difficile à prévoir honnêtement. Ça aura un impact, mais je pense que l'impact, il va se faire plus sur les générations en dessous de nous que vraiment nous aujourd'hui, etc. Et voilà, si c'est sur la question de est-ce que ça va faire disparaître les artistes et tout, je pense pas. Si ce n'est les artistes médiocres en fait, en réalité. Pour peut-être clôturer cette interview sur un aspect un peu plus concret pour les gens qui nous regardent et aussi peut-être un peu plus spéculatif, imaginons, moi je suis un mini Brian, un mini Artemore, et Ouais. j'ai envie de me lancer demain. Qu'est-ce que toi t'aurais aimé savoir avant de te lancer, lorsque toi tu t'es justement lancé à l'époque avec les NFT il y a quelques années? Ça va paraître être le pire conseil, mais il s'applique à moi parce que je suis quelqu'un de très prudent et de très raisonnable de manière générale. Et donc moi, mon conseil à moi-même à l'époque où j'ai commencé, c'est d'être moins raisonnable et de prendre plus de risques en réalité, puisque je savais de quoi je parlais. En fait, je me sentais peut-être pas hyper encore à l'aise ou pas hyper légitime parce que j'étais quand même encore jeune, j'avais pas encore travaillé là-dedans, etc. Enfin, tu vois, j'étais encore aux études. Donc je me disais pas non plus que j'avais la science infuse, mais en fait, rétrospectivement, j'avais beaucoup d'informations plus que la plupart des gens. Et j'aurais dû plus me faire confiance, tu vois. J'aurais dû acheter ces punks à 3 Ethers, j'aurais dû faire tous ces trucs-là, puisque j'étais en mesure de le faire, mais j'ai considéré que c'était pas le bet le plus raisonnable. Et donc pour moi c'est ça. Mais j'ai pas l'impression que c'est un conseil qui est très utile pour la plupart des gens dans la crypto, honnêtement. Généralement, on leur dit plutôt le contraire, d'être raisonnable. Donc moi je vais te donner le conseil que Jason Bailey donne souvent aux gens dans ses conférences, c'est qu'il faut commencer par acheter des trucs que vous aimez, que vous pouvez vous permettre d'acheter et que vous ne vous mordrez pas les doigts si vous n'arrivez pas à la revendre. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est une manière en fait qui évite d'avoir aucun regret et puis juste d'être curieux en fait. L'art, on n'est pas obligé d'acheter pour s'y intéresser. En réalité, tu peux aller dans des musées, tu peux aller voir des expos, tu peux aller dans des maisons de vente sans vouloir acheter. Tu vas apprendre plein de choses. Et il faut être curieux de ces cultures-là, puisque je pense que ça va être des cultures visuelles et des mouvements qui vont beaucoup impacter la façon dont le monde va fonctionner dans les 20-30 prochaines années. On est dans un village global de l'Internet et la culture globale et les cultures Internet, je pense que va être une culture dominante dans le monde plus tard et que s'intéresser à ces cultures-là, c'est hyper intéressant et en fait on rencontre plein de gens vraiment très cool et très sympas et on a des discussions qu'on pourrait pas avoir avec les gens de nos cercles directs et ces relations-là parce qu'elles sont digitales parfois paraissent moins réelles mais elles sont
souvent tout aussi enrichissantes en réalité. Donc voilà, il faut pas juste hésiter à en discuter et parler, tu vois, et les gens ils vont parler avec toi même si tu comptes pas acheter, tu vois, si tu vas sur un Discord de n'importe quelle collection et que tu poses des questions, ils vont y répondre. En fait, t'as plein de gens qui sont prêts à répondre à tes questions et à s'intéresser. Moi, je donne plein de temps souvent pour répondre aux DM comme ça qui sont envoyés de manière non sollicitée ou juste les gens qui me posent des questions publiquement. En fait, faut être curieux et t'as vraiment si la crypto et la blockchain c'est un truc qui vous intéresse parce que justement vous êtes curieux et que c'est un truc où vous trouvez l'impression d'apprendre toujours des nouvelles choses. Le milieu de l'art c'est assez similaire et il y a vraiment de quoi s'éclater, tu vois. Et même toi, c'était un truc avec qui je me rappelle, on avait discuté quand on avait été allé voir une petite expo à Lisbonne pendant le NFC. Tu me disais que même toi, bah t'étais pas peut-être trop à l'aise par rapport à savoir quels étaient tes goûts, sur quoi tu voulais partir, etc. Parce que je pense comme beaucoup de personnes qui ont pas grandi dans ces milieux-là ou qui ont pas forcément été intronisées dedans, t'as un sentiment où tu te sens pas forcément très légitime de le faire. Mais en fait, tout le monde est légitime de le faire parce que c'est tellement Ouais, c'est subjectif ça, et qu'il faut clairement. juste y aller, tu vois, et qu'il n'y a pas de, au contraire, il y a personne qui va vraiment te se foutre de ta gueule ou t'empêcher de te dire en mode ah mais tu connais rien, toi de toute façon, genre, tu vois, il y a très peu de gens comme ça en réalité, et il y a que des gens qui sont prêts à apprendre et à partager des trucs qui les passionnent et et ça en fait, tu vois, faut juste y aller quoi, et jamais vraiment se sentir illégitime. Il y a beaucoup d'artistes qui se sentent pas légitimes ou des gens qui achètent qui sont pas légitimes dans ce qu'ils achètent ou dans ce qui les intéresse. Et en fait, faut pas se poser ces questions-là, tu vois, faut juste se poser la question de ce que t'aimes et de pourquoi t'aimes et en discuter avec d'autres personnes et l'acte d'achat, c'est vraiment pas une obligation, quoi, pour s'intéresser à l'art. Il y a beaucoup d'amateurs d'art, il y a beaucoup de gens qui consomment de la culture tout le temps sans en être propriétaire et c'est vraiment pas un problème. Ouais, il faut se déstresser par rapport à ça, je pense, tu vois, se déstresser par rapport au monde des galeries, au monde des hôtels de vente, tu vois. Quand je disais hôtels de vente que tu vois, des gens disaient, ah, est-ce que je peux venir? Et je fais, bah oui, c'est public, n'importe qui peut y venir. Tu peux y venir en claquettes chaussettes si tu veux. Si tu veux aller voir une vente de... Non, mais c'est vrai, tu vois, moi, j'avais amené des potes comme ça, fans de bagnole, tu vois. Et je l'amène à Arcurial voir une vente de bagnole et le mec, je crois que c'était habillé et tout, alors qu'en fait, tu peux y aller en claquettes chaussettes, c'est public, n'importe qui peut y aller. Et il disait, mais t'es sûr, c'est pas un problème si j'achète rien. Je fais, mec, de toute façon, tout à vendre est à 20 millions d'euros ici, qu'est-ce que tu vas acheter? Tu vois, genre, ils s'en foutent, ils veulent du public. Et vraiment, c'est des bonnes expériences, tu vois. Faut pas avoir hésité à pousser la porte. Parce qu'en fait, tout est public, on s'en rend pas compte, hein, mais les galeries, c'est public. Tu peux rentrer dans n'importe quelle galerie, pas d'invitation, même pendant leurs événements. Personne va te refuser l'entrée, en fait. Et c'est un milieu où, en fait, bizarrement, les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de barrières, mais la plupart des barrières, ils se les mettent eux-mêmes, tu vois. Et parce que aussi, bon, c'est un milieu, je comprends, qui peut être un peu intimidant, etc. Et on parle de culture et tout, donc tu peux te sentir vite de pas être au niveau, de pas avoir la culture, et du coup, un sentiment de malaise, de pas appartenir à cet endroit-là. Mais vraiment, la plupart du temps, les gens, sont très ouverts et en fait, tout est public, donc tu peux y aller vraiment comme ça et découvrir plein de choses. Donc moi, je conseille vraiment, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller voir des galeries dans le Marais, n'hésitez pas à aller dans des maisons de vente pour des ventes de choses un peu cool et intéressantes. Vous allez découvrir plein de choses en fait. Et une fois qu'on se rend compte qu'on peut y aller, qu'on est légitime d'y être et qu'on se sent pas mal à l'aise, putain, on en tire un plaisir généralement qui est assez fou, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc que je veux essayer de transmettre parce que c'est un des plus gros problèmes, quoi. Le monde de l'art a les mêmes problèmes que le monde de la crypto et de la blockchain. On a un problème d'adoption, en fait, et d'amener des nouvelles personnes. Et je pense que c'est deux milieux qui peuvent paraître très intimidants, avec beaucoup de codes, avec beaucoup de sens communautaire. Et donc, du coup, les gens qui sont un peu extérieurs, ils se sentent pas très à l'aise d'y être. Mais en fait, tout ce que veut ces communautés-là, c'est juste qu'il y ait plus de gens qui y viennent, en fait. Et donc, du coup, là-dessus, même combat, en l'occurrence, démocratisation, adoption. Et donc voilà, si vous avez fait le pas pour la blockchain et les cryptos, je vous invite à faire la même chose pour l'art en fait. Vous allez avoir une expérience qui est assez similaire. Voilà. J'ai une question juste par rapport à la partie spéculation. D'ailleurs, merci juste pour ta réponse hyper complète, mec. Genre juste depuis tout à l'heure, juste j'écoute et je me nourris de tout ça. C'est juste trop bien. Mais juste petite question sur la partie spéculation. Euh, Est-ce que t'as une sorte de money management? Est-ce que tu te dis je mettrai jamais plus de 5% de capital dans une œuvre? Est-ce qu'il y a des types d'œuvres dans lesquelles t'investiras genre jamais ou des types d'artistes? Quelles sont un peu tes règles financières toi? En tant que gestionnaire de folio et de fonds ouais, d'art numérique en soi. Bah, j'applique pas la même logique pour ces clients-là que pour moi. Déjà, ça c'est une première chose. Et après, tu vois, pour moi,
j'ai pas beaucoup de limites, quoi, tu vois, 5% de mon capital, j'ai vraiment pas ces réflexions-là. Pour des trucs de collection management, évidemment, tu dois avoir ces réflexions-là. Mais moi, pas du tout. Honnêtement, j'ai eu à la fois de la chance et du flair sur certaines choses que j'ai eues, qui fait que je pourrais jamais être dans le rouge, tu vois, honnêtement. Pour être très honnête, il y a des trucs, il y a des choses que j'ai tellement pas payé cher et qui aujourd'hui valent, tu vois, bien plus cher que il y a aucun moyen que je sois dans le rouge, tu vois. Donc là-dessus, c'est vraiment que du plaisir. Mais après, tu vois, j'ai des barres psychologiques, je dépense rarement plus de 2 Ethers dans des œuvres, honnêtement. Et en Tezos, c'est pareil, j'ai des barrières un peu psychologiques sur certains trucs. Mais j'essaie justement de les dépasser de plus en plus et de, comme je te disais pour moi, parce que c'est un de mes problèmes à moi, je suis quelqu'un de trop raisonnable, peut-être un peu moins raisonnable et de me lâcher sur certains trucs, tu vois. Mais après, ouais, généralement, pour donner une idée, le budget de la culture en France par an, du français moyen, c'est entre 1 200 et 2 000 € par an max, et ça comprend ta musique, Netflix et le cinéma et tout ça, et tes livres, etc. Donc ça laisse peu de place pour l'art pictural. Donc c'est pas un truc où tu mets 10% de ton capital ou quoi que ce soit, loin de là, tu vois, bien au contraire. Les seuls trucs que j'essaie de réfléchir, c'est souvent sur, tu vois, sur les displays notamment. T'as des notions un peu de combien est-ce que les gens investissent quand t'as une collection globale, qui est le pourcentage qui est dédié au transport, à l'assurance et à l'encadrement, etc. Ça, dans le monde traditionnel, c'est entre 1 et 5%. Et donc, du coup, pour les NFT, les displays étant assez chers, sauf si t'as une télé chez toi, des trucs comme ça, et encore, bon, bah, les displays spécifiques sont chers et souvent sont pas très raisonnables par rapport à la valeur d'une collection en global, quoi. Mais après, voilà, moi, ce que je fais, c'est que je me positionne sur des artistes qui ont pas explosé et que, tu vois, je suis vraiment très, très résilient au FOMO et des trucs comme ça. Donc, je suis vraiment pas victime de ce genre de choses. Donc, ça m'aide pas mal à éviter ce genre de choses et les projets spéculatifs. Il faut pas hésiter à vendre aussi. Moi, c'est un problème. Tu vois, sur les centaines d'NFT que j'ai achetés, j'en ai vendu que 2 dans ma vie. Et ça, bon, ça m'a remboursé la totalité de ce que j'avais acheté jusqu'ici, tu vois, mais en fait, en plus, c'était un truc que j'avais même pas fait exprès de vendre, tu vois, je l'avais mis à un prix absurde en pensant que ça se vendrait jamais, et en fait, ça s'est vendu. J'étais un peu étonné, donc je me suis dit, ah, bon, bah, très bien. Donc, faut pas c'est, mais moi, c'est vraiment, je suis pas le bon exemple pour ça, hein, parce que je suis vraiment un fou furieux, quoi, j'achète plein de trucs et je revends jamais rien. Mais quand je suis avec un collection management, c'est vraiment, ouais, là, il y a plus de Faut juste rationnel. pas se mettre dans la merde financièrement, quoi. Ouais, franchement, c'est ça, hein. Il y a des gens en art, ça arrive vraiment que les gens se mettent dans la merde pour ça, j'ai envie de te dire. Après, en art tradi, c'est encore une autre histoire. Mais je pense que déjà, faire un rationnel pour sa collection, ça peut être intéressant de se dire, ok, peut-être, quel genre de mouvement j'ai envie de m'intéresser? Est-ce que j'ai envie de m'intéresser aux pionniers, aux OG? Est-ce que j'ai envie de regarder plus ces artistes émergents? Avoir un mix de tout ça, je pense que ça peut être intéressant. Ce qu'on voit, en tout cas, au niveau du marché, c'est qu'aujourd'hui, les artistes qui sont arrivés 2021-2022, en fait, surperforment plus que les artistes qui étaient OG 2017, 2018, 19, 20. Alors qu'on pourrait penser que c'est le contraire, pour notamment dans le cas des collectibles, souvent c'est les plus anciens qui valent le plus cher, etc. En art, il y a un côté un peu la nouveauté qui est intéressante, etc. Donc je regarderai aussi bien des artistes nouveaux pour des opérations qui sont plutôt intéressantes, rapides, et des artistes OG pour des collections qui se veulent s'inscrire un peu au long terme, tu vois. Mais franchement, c'est toujours pareil, hein, c'est un horizon d'investissement, un niveau de risque. Une fois que tu as défini ces deux choses-là, tu peux un peu réfléchir, quoi. Mais voilà, c'est vraiment, il faut ça au début, il faut s'amuser et commencer par peut-être aller sur tes os acheter des petits trucs. Je crois que le chat, il veut ton attention. Mais voilà, sur l'aspect On spéculation. finit l'interview à 3 là. Donc, Mais je sais pas si tu comprends tout ce que je veux dire, mais moi je suis pas très, comme j'ai tellement la réflexion qui est inverse que non la mais plupart des je gens, comprends ce que tu veux dire. il faut être raisonnable. Et puis quand vous êtes trop Je comprends raisonnable, totalement ce c'est que tu moins veux dire. raisonnable. Moi, j'essaye vraiment de m'imprégner de ce que tu dis et tout parce que c'est, enfin, là, j'essaye de tout digérer parce que c'est vraiment très différent de ce que je fais habituellement. Et en fait, ce que tu me dis, c'est un peu en train d'établir genre des sortes de points de repère dans un écosystème que je connais mal. Donc, je m'imprègne au maximum. Je suis en mode éponge. J'essaye d'écouter et d'apprendre un maximum. Et en vrai, c'est top parce que sincèrement, je pense que les gens qui nous ont regardé jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, je pense que c'est qu'ils sont curieux, une de tes qualités, et surtout que bah, ils veulent en apprendre un peu plus d'un écosystème qu'on connaît mal. Tu sais, des gens qui parlent vraiment de ce que toi tu parles en France.
il y en a pas 10 000 quoi. Donc c'est tellement nouveau. Moi personnellement, je Il y a un kiffe vrai juste problème, l'accès apprendre des choses, d'information. en Ah, interviewer je crois quelqu'un, que t'as c'est coupé. vraiment un plaisir. Et écoute, je te propose de peut-être clôturer sur ça. Peut-être T'es avant là, de Théo? clôturer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te suivre? Quelle est la meilleure manière de suivre et voilà de suivre tes aventures et de regarder un petit peu ce que tu fais d'un peu plus près après cette vidéo. Non, carrément, t'as un petit peu coupé, donc je t'ai perdu pendant une petite seconde. Ah, Mais merde. c'est vrai ce que tu dis, en fait, il y a... Non, mais ça devrait aller sur le recording. Mais c'est vrai que en langue française, si vous n'êtes pas anglophone, c'est quand même un milieu qui est pas facile, puisque la plupart des publications que j'aurais recommandées sont en fait en anglais. C'est vrai que maintenant que j'y pense, du contenu très quali en francophone, c'est pas facile à trouver, quoi, sur ces sujets-là, quoi. Donc, mais je peux en recommander certains. Moi, je pense qu'il y a des trucs qui sont très bien. Il y a des podcasts dans le monde de l'art qui sont assez cool et je pense que ça peut être intéressant pour les gens en tout cas qui s'intéressent à la crypto, de s'intéresser à la fois en même temps à l'art et au NFT. Parce qu'en art, t'as quand même beaucoup de gens qui créent du contenu et qui font des trucs assez sympas et qui démystifient tout ça sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, en podcast aussi. Donc ça aide beaucoup. Mais ouais, c'est un truc que j'aimerais bien même moi faire plus souvent, tu vois, du contenu en français. Il y a les petites YouTube qu'on fait avec Artem, mais c'est sur leur chaîne et tout. Mais c'est un truc que je pense, ouais, qui serait important et qui pourrait être intéressant d'avoir des gens qui parlent d'art par rapport aux NFT en français et que ce soit pas toujours le même type de contenu sur putain le dernier collectible, les machins, les trucs. Tu te dis bon, quelle image ça donne quoi et surtout pour les jeunes tu vois sur TikTok souvent les trucs que je vois sur les NFT c'est à la limite très peu éthique quoi puisque ça va parler de choses qui sont quand même souvent des pyramides Chine à des gens qui sont très jeunes voire mineurs donc c'est problématique donc c'est vrai qu'il faut jouer ça mais si vous êtes sur Paris franchement il y a la NFT Factory typiquement faut pas hésiter à y aller il y a des gens qui font de la pédagogie là-bas il y a des ateliers et ça peut être une belle manière aussi de découvrir ça. Je sais pas quand ta vidéo va sortir, mais ils ont une expo justement fin septembre, je crois, sur l'histoire justement des NFT, un truc très axé un peu historique, qui peut être intéressant si tu veux avoir un peu une timeline justement des différentes choses, des différents mouvements importants, des différents éléments qui ont marqué l'histoire des NFT, du crypto-art en général. Et donc ça peut être une bonne première intro, mais bon. J'espère, je croise les doigts, je trouve le temps de faire plus souvent du contenu en français et ça peut être utile, ouais, franchement, Ce avec serait plaisir. grandement apprécié en tout cas. Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre? Tout simplement. Ouais, écoute, majoritairement sur Twitter, à Artemor, Arthemort. Et après, si vous tapez mon nom, Brian Becafico sur Google, normalement, il y a soit deux, trois vidéos des conférences que j'ai pu faire, deux, trois interviews, des articles que j'ai pu donner. J'ai mon Linktree aussi sur mon Twitter où j'ai à peu près tout rassemblé en termes de contenu que j'ai pu faire jusqu'ici. Mais bon, Twitter, généralement, c'est le truc où je suis le plus actif. Et puis voilà. Et puis sinon, si vous voulez plus de vidéos YouTube, hein, il y a la chaîne de Hawk Invest où on a toute une série qui s'appelle NFTT. On a, je crois, 5-6 épisodes. C'est des épisodes qui font une demi-heure, une heure à chaque fois. Il y en a qui sont peut-être un peu outdated, mais bon, c'est des trucs assez C'est comme fleuves. ça, Et moi, donc, je t'ai découvert, hein. ah ouais, ok, bon. Parfait. Il n'y a pas grand monde qui le regarde non plus, mais franchement, moi, je prends un plaisir fou à les tourner avec Artem et tout, et c'est toujours, bon, souvent quand c'est la 8e heure de tournage et que, tu vois, nous, on n'avait pas spécialement préparé de truc, il me lance sur un sujet, je suis genre, ok, allez, on part sur ce sujet-là, et j'avais pas spécialement fait mes petites recherches avec, donc j'essaye de pas dire des trucs trop cons, en général, et parfois je me réécoute et je me dis, ouais, c'est pas tout à fait juste ce que tu racontes là et tout, mais bon, faut être sympa avec moi parce que c'était sûrement la 6e heure de tournage sur des sujets qui ne sont pas donnés à l'avance et tout. Donc bon, ça sont le challenge. Mais je pense que là-dessus, déjà, il y a pas mal de contenu pour des gens qui veulent s'intéresser à ces sujets-là et on donne beaucoup de contexte, beaucoup de références et tout. Donc c'est tout ce qu'il faut. Moi, j'adore les références. Tu vois, je pourrais passer mon temps à citer des références tout le temps. Donc franchement, c'est comme ça que je marche. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Franchement, un plaisir d'avoir pu te recevoir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles interviews, pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Merci, ciao.